Salut, je sais pas comment tu es arrivé sur cette vidéo, si c'est parce que tu as cliqué dessus ou si c'est parce que, effrayé d'une vidéo de plusieurs heures, tu t'es dit non, il y a que cette vidéo là qui m'intéresse parmi le bilan 2023 de Flavien. En tout cas, bienvenue. Donc, l'idée, c'est cette introduction va être là pour toutes les vidéos un peu sorties du bilan 2023 qui sont là si vous avez trop peur de la durée globale du bilan et qu'il y a juste telle catégorie qui vous intéresse. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est extrait directement de la vidéo globale du bilan 2023, ce qui fait que, où je parle vraiment de tous ces jeux et même plus, où j'ai catégorisé comme ça, compartimenté un peu par type de jeu et par catégorie. Donc je vais vous dire après ce qu'il y a si vous êtes curieux, mais donc juste, soyez conscients que c'est sorti d'un truc plus global. Alors normalement j'ai essayé de faire gaffe, mais il est possible qu'il y ait ici et là quelques incohérences ou quelques trucs dont la référence n'apparaît pas dans la vidéo, c'est que ça vient d'une autre partie de la vidéo bilan. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous dis un petit peu ce qu'il y a comme vidéo, là vous êtes dans celle-ci qui est, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, si jamais il y avait aussi les déceptions, les trucs originaux mais pas forcément entièrement aboutis, les trucs qui sont un peu du réchauffé, un peu du déjà vu mais qui sont agréables, il y avait aussi les jeux solo, les jeux à deux, les surprises, les ressorties, donc c'est les vieilleries qui sont ressorties en 2023, et également le top du top, évidemment, les quelques jeux qui m'ont le plus marqué. Donc voilà, là je sais pas dans quelle partie vous êtes, vous y êtes, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes là par choix, j'espère que personne vous a contraint, mais encore une fois, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir les autres qui sont en lien dans la description, etc. Vous pouvez le faire ici aussi, comme sur l'autre bilan, vous pouvez mettre un petit pouce, il y a un petit Buy Me a Coffee dont je vous mets le petit QR code et puis le petit lien si jamais vous avez trop de sous et que vous savez pas quoi en faire, vous attendez juste à aucune contrepartie, c'est pas le but, voilà, n'hésitez pas à commenter, pour le coup, sur le bilan 2023, je vous invite à commenter sur n'importe quelle partie, autant ici, n'hésitez pas à commenter mes choix dans la catégorie dans laquelle on est, et à parler des jeux que vous avez découverts dans cette catégorie, alors que ce soit les déceptions, les jeux à deux ou quoi, ça dépend en fait du titre de cette vidéo. Voilà, on part en fait pour l'intro qui était dans le bilan 2023 de cette catégorie, qui peut-être ne va faire aucun sens, mais en tout cas, on y va. Partons pour les bonnes surprises. Alors les bonnes surprises, il y aura forcément un peu des redites avec d'autres parties de la vidéo. Ce que j'entends par bonne surprise, c'est que c'est pas forcément, mais c'est pas forcément les jeux qui ont le plus marqué mon année et que j'ai préféré cette année. C'est aussi des expériences qui parfois ont des faiblesses, que je trouve pas entièrement réussies. Mais en gros, ça va regrouper soit des jeux de la part de personnes dont j'estime assez peu le travail en général et qui là ont réussi à faire un truc où vraiment je m'attendais pas à ce qu'ils aient ce niveau, soit des trucs qui sont un peu sortis de nulle part et où j'attendais rien, j'en avais pas entendu parler et pouf ça sort et je trouve ça incroyable, ou sinon incroyable en tout cas je me dis ah ouais punaise, j'en avais jamais entendu parler et ça arrive comme ça. Souvent ça va refléter aussi une espèce de fossé entre les attentes que je pouvais avoir pour un jeu, pour plein de raisons, que ce soit ses auteurs, autrices, que ce soit l'éditeur, que ce soit les échos que j'en avais eu, et la réalité en fait de la partie et le plaisir que j'y ai pris. Donc voilà, c'est surtout ce grand fossé entre les attentes et le résultat final qui va faire que c'est des bonnes surprises. Comme toujours, on va commencer par les jeux absents de l'étagère derrière moi, on va commencer par Donuts. Donuts, c'est un jeu abstrait de Bruno Cathala. Alors j'ai déjà râlé quand j'en ai parlé sur la rethématisation par Funforge pour en faire un truc soi-disant grand public, qui n'a aucun sens en termes de thématique, etc. et qui a beaucoup moins de cachet pour moi que ce qu'aurait été un jeu dans la gamme de Gigamic en bois, en termes visuels, ça vous voyez quand même un peu plus. Reste que c'est un jeu abstrait, moi je n'aime pas les jeux abstraits, c'est un jeu abstrait qui se joue très très vite, qui est très concentré, qui a cette mécanique qui était dans le nom insert, qui n'est pas dans le nom donut, qui ne veut rien dire, mais que quand on insère un de ces pions entre deux pions de l'adversaire qui se touchent ou pas, ça les retourne à notre couleur, et sinon c'est une espèce de puissance 5, voilà, où il va falloir aligner 5 trucs de notre couleur, avec cette petite mécanique de retournement, et également aussi, pourquoi est-ce que c'est pas mal, parce que il va y avoir cette mise en place un peu aléatoire des différents plateaux, qui va éviter en fait d'avoir des ouvertures classiques, etc. Alors sans doute qu'à haut niveau, tout ça existe, notamment je pense à Bruno Cathala qui je pense est arrivé premier de Donuts sur BGA. En tout cas ça évite le truc où le plateau fixe de l'échiquier, où il y a des ouvertures et des trucs qui vont se faire toujours. Là c'est pas le cas, et ça va éviter un peu le côté ultra répétitif du truc, et un peu jouer dès le début.
Faut savoir que moi je suis nul aux jeux abstraits, et j'aime pas ça parce que c'est des trucs calculatoires et tout. Là j'ai la chance d'y jouer avec ma compagne qui est à peu près aussi qu'à mon niveau en fait, pour ne pas l'insulter, mais qu'à mon niveau, et du coup en fait on est un peu à jouer un peu très très au feeling, sans prévoir à trop long terme. Il y a quelques coups, on peut prévoir à 2 ou 3 coups près, mais ça va être rarement le cas, et du coup il arrive que parfois on gagne ou on perde par mégarde, mais parfois ça fait partie du jeu. Il y a aussi ce qu'il a, qui est pas le seul jeu de Catala qui propose ça, c'est le côté en entonnoir avec la réduction des choix des possibles qui justement permet de prévoir à 2 ou 3 coups, alors qu'au début il y a vraiment tout cet espace où ça va plus être du contrôle de zone que vraiment un truc où je vais prévoir à très long terme. Peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent, c'est pas mon cas, mais il y a plutôt ce côté un peu contrôle de zone qui petit à petit en fait va se rétrécir, et ça c'est quelque chose que j'aime plutôt. Donc voilà, j'aime pas les jeux abstraits, du coup c'est pas non plus un jeu que j'adore, mais par contre ouais, disons que pour un jeu abstrait j'ai réussi à le tolérer. Un autre jeu qui était une bonne surprise, c'est le deck building Star Wars. Alors j'aime bien le deck building de manière générale, j'aime bien la licence Star Wars, même si il y a un peu de tout et de rien qui est fait autour de cette licence, et il y a plein de jeux, Assaut sur l'Empire j'ai pas joué, etc., etc., Star Wars Rebellion j'ai pas joué, le JCE Star Wars j'ai pas joué, X-Wing j'ai pas joué, il y a plein de trucs auxquels j'ai pas joué de l'univers Star Wars, qui est un univers que j'aime quand même, et auquel je suis attaché, notamment celui qui est dans le deck building Star Wars, qui est vraiment plus la trilogie originelle. Là où c'était une surprise, c'est surtout que un peu comme Scout en fait. Scout, on me l'avait vendu un peu comme un plagiat de Caro Combo, et du coup moi j'étais très ouais bon arrête c'est bon quoi, et non assumé. En fait c'était très différent et c'était très bien. Et ben Star Wars Deck Building, je l'ai longtemps un peu vu comme une espèce de plagiat de Star Realms qui savourait pas, ce qu'il est un petit peu, et ça aurait été élégant de mettre ça dans la règle, mais qui a quand même ses propres spécificités, et c'est surtout ça la surprise de Star Wars Deck Building, c'est comment est-ce qu'il a réussi à intégrer ces éléments pour en proposer des nouveaux, qui vont lui donner à la fois une identité mécanique et qui vont être bien liés à sa thématique. Notamment cette petite piste de force, c'était pour moi la plus grande surprise, parce que dans les règles, alors évidemment le jeu de cartes, et ben ça prend vie grâce à ces cartes, mais en lisant les règles, il y a ce truc où si la piste de force est complètement chez toi, eh bien ça fait un point bonus, enfin une ressource bonus. Et où c'est vraiment très anecdotique quoi. Alors certes ça peut être cool, mais surtout la surprise c'est de voir qu'il y a plein de cartes qui avaient été créées autour de cette piste de force et qui avaient plein d'interactions avec elle, et où du coup cette piste de force, au-delà d'être intéressante thématiquement, prenait sens avec les cartes, et du coup était un enjeu majeur quand même du jeu. Il y a aussi le système de base que j'ai bien aimé, avec le fait de circonstanciellement se dire bon bah là ma base est détruite, je vais prendre plutôt celle-ci ou celle-ci, et également le système de faction et la manière dont on peut prendre certaines cartes dans la rivière ou en détruire d'autres, qui donne des dynamiques très très différentes de Star Realms, quand bien même le système de base de avoir des ressources soit pour éliminer l'adversaire, soit enfin ses bases, soit pour acheter des cartes, c'est la même base. Le résultat est très différent, la dynamique est très différente, et j'ai été surpris de voir comment, avec des fondations aussi similaires, les petits ajouts avaient suffi à en faire un jeu vraiment différent. On va passer de Star Wars au Seigneur des Anneaux, autre licence que je tiens dans mon cœur encore plus, je pense, parce que ça m'a vraiment forgé une identité, moi, dans mon adolescence et tout, au niveau de l'intérêt pour l'imaginaire et compagnie. C'est une licence que j'aime beaucoup, que moi les films de Jackson m'ont marqué énormément, les bouquins de Tolkien aussi, j'ai joué aux figurines, je jouais pas à Warhammer, je jouais aux figurines Seigneur des Anneaux, j'ai eu tous les trucs du JCE avant de les revendre. C'est vraiment une licence que j'aime beaucoup, et où il y a plein d'artistes qui ont travaillé dessus que je trouve talentueux, que ce soit Ted Nasmith, John Ho, j'ai un amour particulier pour Ted Nasmith, donc est sorti cette année, il y a plein de jeux qui sont sortis autour du Seigneur des Anneaux, et pas depuis juste 20 ans, enfin, il y en a plein qui étaient sortis déjà même je crois avant les films, et il y a notamment des Knizia qui sont sortis il y a 20 ans, qui sont très célèbres et très reconnus. Là c'est le Seigneur des Anneaux, le jeu livre d'aventure, un truc comme ça. Bref, je vous mets tout ça dans la barre d'infos de toute façon, enfin dans la barre d'infos, dans le petit truc en dessous. Faut savoir que j'ai pas joué à beaucoup de scénarios pour l'instant, je le fais avec Paul Gara, que je salue si elle passe par là, qui elle avait commencé aussi, on s'est dit qu'on allait le faire ensemble sur Tabletop Simulator, qui a un mode qui est à peu près illisible en termes de police, mais par contre elle a le vrai jeu, du coup en fait on fait un peu avec les deux, et la bonne surprise, alors faut savoir qu'au-delà de ça, j'avais regardé aussi des let's play sur de Board Game Geek, et j'avais déjà été titillé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un côté ultra classique dans le système d'action, dans le système de résolution, des challenges. C'est vraiment, il faut avoir les cartes en main, c'est vraiment coop très très classique, où vraiment on peut jouer en ayant les cartes face visible, et en se disant bon bah tu fais ci, moi je fais ça, et puis là on se déplace comme ça, et puis on contrôle pas vraiment de personnage.
etc. Donc on peut jouer en solo aussi bien. Également le système de menaces et tout, le système d'anneau unique qui fait monter cette piste de menaces, qui peut nous faire perdre complètement la partie, est pas le plus original, mais ce que j'ai trouvé fort, et vraiment intéressant en fait dans ce jeu livre, alors je sais pas si c'est le cas dans tous les autres, évidemment je pense que avoir un attachement à l'existence ça aide parce que ça retrace vraiment le Seigneur des Anneaux sur 8 chapitres, alors évidemment il y a des ellipses, hein, ça retrace pas tout le Seigneur des Anneaux, et non il y aura sans doute pas Tom Bombadil. Par exemple le premier c'est les hobbits qui partent de la comté qui vont au Poney Fringant, et qui retrouvent Aragorn, ce qui permet de le débloquer, et qui ensuite vont au Mont Venteux. Voilà. Et avec les champignons, vous savez, il faut pas en prendre un raccourci par les champignons, et puis il faut aller se cacher aussi sur la racine parce qu'il y a les Nazgûl qui sont une menace. Ce que j'ai apprécié, on a fait les 2 premiers scénarios, mais je sais que par la suite c'est aussi un peu le cas, c'est la manière dont chaque scénario, la base est la même, c'est-à-dire on va avoir des règles de base qui vont être tu vas te déplacer, puis tu vas faire des actions, puis si, mais le pouvoir de l'anneau unique va changer, et surtout le level design et les objectifs vont être très différents, et vont amener vraiment à considérer le niveau et les mécaniques d'une autre manière, et donc à avoir l'impression presque de jouer à un autre jeu à chaque chapitre. Et ça, je trouve ça très fort avec un système si commun, classique et répété, de réussir à quand même apporter de la variété de chapitre en chapitre pour pas avoir l'impression de faire 8 fois le même jeu. Non, il y a vraiment, et en plus thématiquement c'est assez bien foutu parce que je vais pas trop spoiler, mais le premier c'est assez classique, où on va se déplacer, on va aller chercher Aragorn, machin truc, il faut juste pas se faire choper par les Nazgûl. Dans le deuxième c'est le Conseil d'Elrond, et donc on va essayer d'amener petit à petit les différents personnages à s'unir justement pour former la communauté, et il va falloir pour ça déplacer des personnages sur certains personnages, ramener Aragorn qui va parler à Boromir, et finalement tous les amener à ce qui fera la communauté, avec un petit timer et tout. Bon, le timer de Elrond, ça je le comprends un peu moins, mais du coup je trouve que vraiment chaque chapitre réussit à coller au moment qu'il veut représenter par des mécaniques qui encore une fois vont être communes aux différents chapitres, mais qui vont avoir leur spécificité, et qui vont vraiment apporter quelque chose qui a une identité à chaque chapitre, et ça, je trouve ça, c'est ça qui pour moi était une vraie surprise. Une grosse surprise aussi, c'était Far Away, et je parlais que les surprises ça peut venir de la part d'auteurs que j'apprécie pas trop en tant qu'auteur, leur travail en tout cas, et Corentin Lebras c'est vraiment un auteur, et Yoann Goupil aussi, même si je le connais un peu moins et qu'il est un peu plus jeune dans la profession, mais Corentin Lebras, j'ai bien aimé, je crois que c'est lui qui a fait Me à London, si je dis pas de bêtises, que j'ai découvert cette année et que j'ai trouvé bien avec Antoine Boza. Si c'est pas lui, désolé, parce que du coup, voilà. Mais là, ils ont sorti tous les deux Far Away. Ils ont aussi sorti Elawa, dont j'ai parlé dans mes déceptions, que j'ai trouvé vraiment raté et pas intéressant du tout. Il a sorti Skate Legend, qui était un stop pour encore très classique, avec Anthony Perron, très très classique, mais c'est un genre qui me parle et ça fonctionne et tout, et les illustrations sont cool, et encore une fois, bon, ça renouvelle rien dans le stop encore. Corentin Lebras est de manière générale quelqu'un qui a du mal à apporter du sang neuf en termes de sensations ludiques, je trouve. Et donc ils ont fait Far Away, et Yoann Goupil a fait Roa en début d'année, qui était aussi dans mes déceptions, que je trouvais très classique cette fois avec Théo Rivière. Donc bon, voilà, c'est vraiment des gens où des fois je suis curieux et tout, parce qu'ils ont une certaine aura quand même, et une certaine mise en avant du côté de l'influence et des vidéos et tout. Aussi parce qu'ils font la team Kaedama, ce genre de trucs, par exemple Draftosaurus, c'est eux, Arceus aussi que j'ai pas essayé, c'est eux, et mais il y a un côté un peu assez safe et assez peu audacieux dans ce genre de design, et dans Far Away, il y a ce côté-là, très très classique et très déjà vu d'un point de vue de comment on gagne des points, qui vraiment est pas très intéressant, mais il y a ce système-là qui était la surprise et qui m'a fait me dire j'ai envie de faire découvrir le jeu, pas parce que c'est le jeu de l'année, pas parce que c'est un jeu qui va me marquer, mais parce que mine de rien c'est un vrai système où quand on découvre ça avec des potes qui connaissent un peu le jeu de société depuis pas mal de temps, on se dit mais est-ce qu'on a déjà vu ça quelque part, et si oui, à quel point, et comment est-ce que, enfin, quels sont un peu ses ascendants, et finalement, on se rend compte à chaque fois qu'il y en a pas vraiment tant que ça, où on peut faire des petits parallèles, mais où, finalement, est-ce que ça change fondamentalement le jeu? Je sais pas, ça chacun, pour certaines personnes oui, apparemment, pour moi, au bout de la deuxième, troisième partie, j'en ai fait le tour, mais par contre, j'ai toujours le plaisir de le faire découvrir au moins 2 parties, une, pour se dire, ah, je comprends pas trop, et après, tu révèles le Scott, j'ai compris, je fais la deuxième. Et où il y a la compréhension du système, alors ça peut mettre plus de parties pour certaines personnes, mais je trouve que ce système de compter à l'envers, enfin de repartir, il y a vraiment la notion de voyage, de tu fais l'aller et c'est le retour qui te fait marquer les points, et ce que tu récoltes au retour te permet de valider les objectifs, je trouve que c'est vraiment intéressant, et malgré, encore une fois, des sensations assez classiques en termes de scoring et tout,
J'ai pas joué encore en physique, je sais que c'est Paul Gara notamment qui parle de la mise en scène et du suspense que crée le retournement des cartes. Je trouve que l'adaptation BGA, encore une fois, je la loue parce que c'est rare qu'il y ait comme ça un reflet de la sensation de retourner les cartes. Là, ils le font vraiment plutôt que d'afficher le tableau de score final, c'est vraiment une très bonne chose. Il y a vraiment quelque chose qui se passe quand même, et qui suffit à rendre le jeu beaucoup plus intéressant que la plupart des sorties de cette année. Donc, pas le jeu de l'année du tout. Ça a un peu les scories que les deux auteurs ont dans beaucoup de leurs productions, mais au moins il y a un système que je retiens et que j'ai envie de faire découvrir, et c'est déjà pas mal. Le dernier jeu que je possède pas, parce qu'il est pas en français, qui est sorti chez Bézier Games, c'est Scram, dont j'ai fait un top et dont j'ai fait beaucoup de parties, parce qu'il y a une application qui est sur les internets, essayez-la si vous voulez. Scram, pourquoi est-ce que c'est une surprise? Parce que ça réutilise le système du jeu du golf, très popularisé en France par Skijo, qui existait aussi dans Cabo, de manière assez maligne d'ailleurs. Il y a plusieurs jeux comme ça qui réutilisent ce système, mais en apportant quelque chose et en étant un peu plus malin que Skijo, moins accessible aussi. Il y a Cabo, qui joue sur la mémoire et tout, moi je suis absolument nul. Il y a Omerta aussi que j'ai découvert cette année, qui a plein de petits trucs aussi qui rappellent ça. C'est Hammer je crois qui m'a dit après avoir vu la vidéo que ça lui rappelait aussi un autre jeu traditionnel, mais dont j'ai plus le nom comme ça, mais qui se base donc forcément sur le jeu du golf. Et comment est-ce que tout ça en fait arrive à proposer des sensations un peu différentes tout en gardant ce système du jeu du golf, qui est tout con. Et pour moi Scram, c'est le meilleur. Enfin, j'ai pris une baffe parce qu'en fait, moi Skijo je le tolère, j'aime assez Cabo, je trouvais Omerta assez sympa, mais faire de ce système un jeu aussi fort que Scram, je ne m'y attendais vraiment pas, et pour ça il y a plusieurs raisons. Alors il y a le système de cartes à pouvoir, qui n'est pas propre à Scram, hein. Omerta il y a des pouvoirs par exemple, il y a le système de mémoire, donc de trucs cachés et où on va en révéler petit à petit et prendre des informations. Là aussi ce n'est pas propre à Scram, même si ça fonctionne très bien. Ce qui je crois est propre à Scram, c'est le fait de jouer en équipe. J'ai joué que à 4, donc 2 contre 2, et c'est absolument génial parce que en fait tous les pouvoirs, alors il y a quelques pouvoirs que je trouve un peu killés, le 13 notamment, le fait de pouvoir le jouer au dernier tour et tout. Il y a notamment certaines parties qui du coup tirent un peu en longueur que je trouve un peu dommage, mais j'en ai fait des dizaines de parties sur appli et je m'en suis jamais lassé parce que ce côté en équipe en fait, ça rentre super bien avec la plupart des pouvoirs, ça va donner plein de petites décisions ici et là. Alors je sais que sur appli moi je joue avec une version où on a affiché les choses qu'on connaît, pour éviter le côté mémoire qui peut être désagréable et auquel moi je suis nul, d'autant plus sur appli. Là du coup les informations qu'on a obtenues à un moment on les a toujours. Ça c'est quelque chose que j'aime plutôt, je sais pas en réel c'est plus compliqué à faire, mais j'arriverai mieux à me rappeler aussi. Mais ouais, et donc en gros une fois qu'on dit Scram, ce qui correspond un peu à mettre fin à la partie, il y aura un dernier tour de table, y compris pour notre partenaire en fait, ce qui est un peu différent de si on joue en solo. Et il y a également donc plein de trucs, parce que du coup on peut faire défausser des cartes à notre partenaire, on peut échanger des cartes avec notre partenaire, on peut échanger des cartes de nos adversaires avec celles de nos partenaires, et il y a plein de trucs qui rentrent en compte et qui se créent, qui n'existaient pas dans aucun jeu du genre que j'ai pu jouer, notamment du fait de ce jeu en équipe. Donc moi la grande surprise de Scram, c'est le fait que grâce à ce système en équipe et à tout le reste, qui rencontre très bien ce système, en fait on a un jeu du golf qui est pour moi un des tout meilleurs jeux de 2023. Allez, on a fini avec les jeux qui étaient absents, on va pouvoir passer aux jeux qui sont autour de moi. Mind Up, pourquoi? Alors c'est un peu comme pour Far Away, c'est-à-dire que Maxime Rambourg, c'est un auteur que... alors j'ai pas du tout joué à tous ces jeux, mais j'aime pas du tout Arena for the Gods, j'aime bien le truc le plus, que je trouve plutôt sympa. Mais sinon, j'ai pas joué à The Loop notamment, voilà. Mais sinon, c'est un auteur où, souvent, je me dis, bon, ok, la plupart des trucs qu'il fait, c'est assez quelconque Big Book of Madness avec cette originalité d'être un deck building coop assez tôt, mais moi, m'avait pas convaincu du tout. Et avec Mind Up, il y a ce côté un peu très scolaire où tu dis, bon bah ok, tu veux faire ton héritier de 6 qui prend et tu veux te faire de la thune parce que tout le monde veut faire son 6 qui prend, on a bien vu Gigamic qui a sorti la Init qui était nul. Sauf que celui-là, il est bien en fait. Et que y a ce goût de classique à la 6 qui prend, mais de 2023, et avec plein de petits trucs qui se font un jeu assez contemporain, mais qui a le goût de classique. Et pourtant un système très simple, on peut vraiment... Enfin moi j'ai réussi à le sortir avec la belle-mère, la belle-sœur et tout, dans un bar, après un brunch,
Et c'est assez évident parce qu'il y a ce côté jeu simultané où on va classer par ordre croissant et puis on va prendre les trucs dans l'ordre et puis on va les placer, ça va nous rapporter des points, c'est tout con. J'ai pas encore joué avec la variante qui peut-être complexifie un peu les choses, mais c'est vraiment tout con, mais en fait il y a quand même plein de petites subtilités qui vont se mettre là-dedans et qu'on comprend dès le début en fait. Mais moi il m'a fallu un peu de temps pour accepter que je le trouvais aussi bien que ça. Parce que j'étais un peu ronchon et je me disais ouais bon Mind Up c'est bon hein, on en a soupé, c'est bon, on sait ce que tu fais Maxime Rambourg, mais en fait tu fais des choses bien, c'est la preuve, puisqu'il y a ce côté cyclique des cartes, il y a ce côté où après chaque manche, on va rajouter une carte dans notre main, donc ça évite la connaissance totale des cartes qui vont être autour de la table, mais quand même on sait, si on dit un 60 qui est tombé et tout, que ça va jouer. En fait, il y a plein de petites subtilités potentielles qu'on n'est pas obligé de maîtriser pour prendre du plaisir au jeu, mais qui vont donner ce petit truc en plus, en termes de fenêtre de choix, où vraiment on va se dire, là, il y a des trucs que je peux utiliser, je suis pas obligé de le faire. Mais si je le fais, et si j'arrive à le faire, alors je peux peut-être pas prendre toutes les infos, ça va dépendre de chacun et chacune, et mon jeu va être plus intéressant. Il y a aussi la diversité des situations et des dynamiques selon l'ordre dans lesquels les cartes points sont posées, qui vont vraiment donner des parties différentes. Donc ouais, Mind Up, encore une fois, un peu comme Far Away, c'est des doutes et un causé, oui, par rapport à son auteur. J'ai une certaine politique de l'auteur dans toutes les disciplines, dans tous les univers culturels, et des gens que je trouve assez médiocres au cinéma, leur prochain film va pas m'intéresser spécialement, et je vais aller peut-être le voir par curiosité si le truc me branche, ou juste par curiosité cinéphile, mais je vais y aller un peu en me disant, bon allez, je sais que je vais aller voir une daube. Et là, il y avait un petit peu de ça, et finalement, ça va beau pas être le jeu de l'année, l'écart entre l'attente et le plaisir pris, c'est sans doute un des plus grands. Allez, on va rester avec Maxime Rambourg, et cette fois on y ajoute Théo Rivière. Et Théo Rivière, c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup la présence sur la scène ludique pour tout ce qu'il apporte en termes de communication, de bienveillance, de partage de trucs sur le game design et tout, que ce soit sur Twitch ou quoi. C'est quelqu'un dont j'aime assez peu les jeux, alors je dis ça à chaque fois que je parle de Théo Rivière, mais j'ai mis Packet Chips dans mon top, j'ai adoré Salt and Pepper, qui est un des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année, et que j'aime beaucoup l'extension aussi. Si j'avais fait une partie spéciale extension, je l'aurais mis dedans, Extra Salt, mais je joue à trop peu d'extensions pour que ça vaille le coup de faire une partie, il y aurait eu que celui-là, je pense. Et Maxime Rambourg, je viens d'en parler. Et donc, Théo Rivière, ouais, pareil, j'ai toujours pas joué à The Loop, où c'est le duo qui a travaillé ensemble. Mais la plupart de ces jeux me font un effet mouif, j'ai été déçu par Roa, souvent, voilà, c'est des choses qui me parlent pas trop en termes de propositions, là où, en termes de joueurs, il attend des trucs avec des émotions fortes et de la nouveauté, de l'originalité et tout, et en général on partage une certaine vision de ce qui peut nous plaire dans un jeu de société, et pourtant dans ce qu'il crée je le retrouve pas souvent. Et dans Dracula vs Van Helsing, donc c'est deux auteurs pour lesquels j'ai pas spécialement d'admiration de leur travail, et celui-là, j'ai trouvé qu'il était très très bien dans la tension qu'il avait. Alors est-ce que c'est parce que c'est un jeu exclusivement à deux, je sais pas, mais il y a vraiment cette tension, il y a vraiment ce côté un peu contrôle de territoire à la Sun Tzu, où vraiment on va être sur les 5 territoires, et où on va s'affronter sur chacun des territoires avec deux objectifs différents, quand bien même on va jouer de la même manière. La progression petit à petit au fil des 5 manches qui va mettre le focus sur certains des territoires et où il va y avoir une espèce de guessing qui va se mettre en place qui va être absent lors de la première manche. Il y a les petits pouvoirs des cartes qui sont bien trouvés, il y a le système très simple où je pioche une carte, j'en défausse une, il y a le fait d'attribuer des cartes vraiment à chacun de ces territoires qui est soutenu par l'édition, par ce petit porte-cartes qui rend le truc assez facile. Il y a la volonté aussi dans la règle de dire c'est pas un jeu de mémoire, donc tout ce que vous connaissez à un moment vous le connaissez toujours, ça c'est plutôt quelque chose de cool plutôt que de laisser le doute. Il y a aussi évidemment cette volonté de Mandu Games de l'ancrer dans c'est un jeu de pli comme Jekyll vs Hyde, alors que c'en est pas du tout un. Donc ça, oubliez, c'est pas un jeu de pli, c'est un très bon jeu, mais c'est pas un très bon jeu de pli, mais c'est un très bon jeu, c'est l'essentiel. Ouais, tout ça rentre très bien, les pouvoirs sont cool, les sensations sont cool, la symétrie est pas celle d'un Jekyll vs Hyde, mais elle est quand même là, moi, toutes les parties que j'ai faites, c'était un grand plaisir, que ce soit en numérique, puis en physique, c'est des sensations que j'aime beaucoup, qui en fait présentent tout ce que j'aime retrouver dans un jeu à deux, qui est vraiment cette espèce de tension assez forte, et ce truc où t'es là et tu te regardes un peu dans le blanc des yeux et tu dis est-ce que tu vas faire ci, est-ce que tu vas faire ça, qu'est-ce que je fais à ce tour-ci, est-ce que c'est maintenant que je mets les fins au tour, est-ce que je déclenche cet effet, est-ce que j'ai envie de voir cette carte, est-ce que je change l'atout, plein de petits trucs qui font que c'est un très bon jeu, alors que vraiment c'est pas les deux auteurs. Alors Wilberson Santiago, j'attends toujours des très belles illustrations, c'est pas une surprise que ce soit magnifique. Par contre, une telle œuvre de la part de ces deux auteurs, c'est ça la surprise. Alors Wizard's Cup maintenant. Alors lui l'auteur, je l'adore, c'est J. Caney, il a fait Love Letter. J'ai aussi découvert le Love Letter Marvel cette année que j'ai pas trouvé absolument nul, alors qu'en général je me méfie énormément des trucs de licence, mais il est pas sorti en 2023, donc on va plutôt parler de Wizard's Cup.
C'est une surprise pour deux raisons. D'abord parce que quelques semaines avant est sorti Quickshot qui était une daube infâme, qui est de cet auteur-là aussi, de Seiji Kanai, et je me dis putain, Seiji Kanai, qu'est-ce que tu nous as fait, hein, vieille canaille. Et heureusement, quelques semaines plus tard, Cyrus Wilson joue à ça, il trouve ça génial. J'avais quelques doutes qui ont vite été levés. Système très simple où on joue des cartes avec un tout petit deck qu'on va construire à partir d'une carte, on va construire le deck autour, la première carte va être choisie au hasard, et ensuite on va s'affronter pour faire au meilleur des 3 manches. Et donc la surprise c'est effectivement à quelques semaines d'intervalle, avoir un jeu que je trouve vraiment pas bon du tout, et un autre que je trouve très bon. Ça c'est la première surprise. La deuxième c'est comment est-ce que ça réutilise le système d'auto-battler qu'on a vu l'an dernier dans Challengers, qui moi m'a inspiré pour Tricky War, mais un peu différent, très concentré, beaucoup moins long, uniquement à 2, et avec une espèce de metagame, puisque on va avoir un deck de 6 cartes uniquement, dont on va choisir l'ordre, contrairement à Challengers, puis on va les révéler, et on va s'affronter selon soit la valeur, soit une espèce de Shifumi qui va déterminer qui gagne entre les deux, et la personne qui survit le plus longtemps, un peu comme dans Quickshot par ailleurs, gagne la manche, mais c'est en 3 manches, et on garde les cartes. Et du coup, il y a la connaissance du deck de l'autre, de l'ordre dans lequel il a mis avant, qui va introduire plein d'informations sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour modifier notre propre ordre, pour remettre la carte que peut-être on a mis de côté à la manche d'avant, mais l'autre va peut-être prendre ça en compte et connaît aussi notre jeu, donc il y a plein de petits éléments qui vont faire que c'est un jeu très différent de Challengers, donc ouais, 2 surprises. Le fait de sortir 2 jeux aussi éloignés en termes de qualité à quelques semaines d'intervalle, c'est dommage que ce soit Quickshot qui a été localisé par Banquise et pas celui-là, et l'autre c'est que la manière dont il arrive à, un an seulement après Challengers, alors je suis pas sûr que ce soit une inspiration directe, mais à proposer vraiment une visite qui lui est propre de l'auto-battler comme ça, comme dans Teamfight Tactics, etc. C'est ça qu'on appelle l'auto-battler, c'est le côté où les choix vont se faire en fait entre les manches, et pas pendant la manche où là on va juste dérouler le truc. On reste à Essen avec Kabanga, qui est un petit jeu chez Amigo, de Michael Modler, qui est un petit jeu qui a l'air de rien, un petit jeu de défausse où on n'a pas envie de prendre des points, et où le système, alors c'est sans doute plus parlant d'un point de vue visuel, mais en gros il y a 4 couleurs de masques, et de chaque côté de un masque, il y a 2 valeurs qui vont créer des écarts, et à notre tour, on doit poser une carte d'une couleur d'un des 2 côtés de ce masque-là. Et ça va créer des nouveaux écarts, et si l'écart, par exemple, c'est entre 12 et 18, et ben toutes les autres personnes autour de la table qui ont des cartes de cette couleur entre 12 et 18 vont pouvoir s'en défausser en disant Kabanga, d'où le nom du titre, et d'où le verbe qu'on a créé de Kabanguer. On va pouvoir dire Kabanga se défausser de ses cartes, ce qui est bien parce que c'est le but de se défausser, et nous on va repiocher autant de cartes que celles qui ont été défaussées. Donc si entre 12 et 18, il y a 3 cartes qui ont été défaussées, je repioche 3 cartes, ce qui est beaucoup moins bien. Les cartes ont différentes valeurs, c'est des petits losanges qui représentent les points, évidemment on va essayer de se débarrasser de celles qui rapportent le plus de points. Évidemment on va essayer de faire les écarts les plus petits pour risquer le moins de Kabanga, sauf que l'arc un peu de la partie, ça fait que forcément il y a des moments où il va y avoir des gros écarts, et où il va se passer plein de trucs, et on va dire Kabanga. Et c'est aussi un jeu où tout le monde utilise son Kabanga. Il y en a, c'est Kabiga, Kombawa, Kabanga, Tequila, que sais-je, et on s'en fout, et c'est un grand bordel, et c'est vraiment... La surprise, c'est que des petits jeux de cartes comme ça, il y en a plein. Il y a eu Oulaou, que j'ai pas aimé, il y a eu Skijo, dont j'ai déjà parlé, qui est ok, mais bon, voilà, j'en fais vite le tour, moi, en termes de plaisir de jeu. Il y a Disney Villain The Card Game, qui est la refonte de Holdor Mao Mao, qui est très bien, de Léo Colovini, et donc il y a ce petit jeu-là qui paye pas de mine, qui, avec ses masques un peu moches, on dirait un jeu, quand je dis qu'il est de 2023, les gens me disent t'es sûr? C'est bizarre, parce que c'est vraiment dégueulasse, mais petit jeu de cartes qui fonctionne très bien, où vraiment l'ambiance autour de la table elle est là, et qui a vraiment cette dynamique de jeu et de main qui est vraiment cool. Alors les choix sont assez limités et vite évalués, c'est pas le jeu du siècle, mais c'est suffisant pour quand même avoir l'impression qu'il se passe quelque chose, et pour créer des moments aussi de tension où il y a un grand écart, et il y a personne qui dit Kabanga, on est là, sérieux, ou au contraire, il y a juste une carte, et toi tu es là et tu le dis, mais c'était quoi la probabilité? Et donc c'est des petits moments de surprise comme ça qui sont quand même très réussis. Pour un petit jeu comme ça, il se passe vraiment beaucoup de choses autour de la table. Allez, on va aller vers le début de l'année avec Tomorrow, un jeu à 2 de Feng Yi illustré par Alice Vuillet chez Rune. Rune qui est un tout petit éditeur pour le coup, et qui a un thème assez fort, donc c'est un jeu uniquement à 2 où on va faire s'affronter, alors je sais plus comment il s'appelle, il y a le gouvernement, liberticide et les rébellions, les lueurs je crois, qui est sûrement une référence à
à Last of Us, que je n'ai pas fait, hein, moi, et qui ne m'intéresse pas, mais soit, et qui est un petit jeu Alors, il y a Mindbug qui est sorti cette année, et c'est vraiment, là aussi, un peu comme pour Bestials in Guerre ou quoi, des tout petits jeux de cartes à deux, qui se basent sur un tout petit nombre de cartes, et où, malgré tout... alors là, c'est asymétrique de base, puisque c'est des factions, hein, alors que dans Bestials in Guerre ou Mindbug, c'est pas le cas, mais où chaque faction a sa spécificité, sa façon de jouer. Alors j'ai pas joué depuis longtemps, donc je pourrais pas rentrer dans les détails, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien dans les parties qui arrivent à rester courtes. Il y a des parties qui s'allongent un peu de manière inutile et un peu longuette, mais sinon, quand ça arrive à rester concis et où vraiment on arrive à mettre en place son truc, ça donne plein de petits trucs qui se passent avec assez peu de cartes, finalement, des effets qui se répètent, mais qui se répètent pas dans le même ordre, et des dynamiques assez différentes, puisque les lueurs vont... alors j'ai plus les détails, mais voilà... vont fonctionner d'une certaine manière, là où le gouvernement va essayer de mettre en place une espèce de moteur pour avoir plus de monnaie, pour déclencher, je crois, ses plus grosses cartes et pour tuer, enfin pour éliminer les dirigeants des lueurs. Là où les lueurs, bah, c'est un fonctionnement un peu différent. J'ai bien aimé jouer les deux, je trouve que les sentiments en jouant l'un ou l'autre sont vraiment différents. Je trouve que les cartes, alors toutes se valent pas, mais comme il y en a assez peu, ils ont quand même réussi à leur donner pas mal d'identité, et l'identité visuelle aussi est quand même... Enfin, il y a... La couve notamment a vraiment une tronche quoi, et il y a un trait assez particulier au niveau de l'identité visuelle, ce qui est quand même relativement rare. Et aussi, oui, le fait, voilà, c'est ça, tiens, je regarde derrière, défausser des cartes pour gagner des crédits, donc c'est aussi des choix, les crédits qui vont nous permettre ensuite de jouer des cartes et évidemment remporter la partie. Ah oui, et c'est ça, en fait, la façon de gagner, les rebelles, c'est des points d'influence, tandis que le gouvernement, ça va être arrêter les leaders rebelles, donc ça va faire des dynamiques de partie assez différentes. Donc voilà, pas le jeu de l'année, mais il est sorti d'un peu nulle part. Alors Rune, c'est pas le premier jeu que je surveille de leur part, mais auteur inconnu, illustratrice que je connaissais pas, éditeur quand même qui est pas le plus mis en avant, et pourtant un jeu qui est pas un des meilleurs jeux à deux de l'année. Je vous invite à aller voir la partie sur les meilleurs jeux à deux de l'année, je l'ai pas mis dedans, il en est pas loin en vrai, hein, mais en tout cas quand même une bonne surprise de l'année pour un jeu que je n'attendais pas du tout en début d'année. On va rester au début d'année avec That's Not a Hat de Casper Lap, édité chez Ravensburger, avec ce petit symbole de plot qui est aussi un chapeau, hein, That's Not a Hat, qui est aussi, ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas un chapeau, c'est une image de chapeau, où dans votre tête c'est le sens que vous donnez au chapeau, comme vous voulez. Casper Lap qui n'est pas un inconnu, puisqu'il a fait Fun Facts, qui pour moi est un de mes jeux de l'année, alors pas sorti cette année, mais auquel j'ai le plus joué cette année, et qui est pas un inconnu parce qu'il a fait des choses aussi originales que Magic Maze, qui a fait Gardeners, qui était dans mes déceptions, dans les trucs que je trouve pas très aboutis, mais originaux, pardon, parce que c'était les trucs, sinon on va me reprendre dans les commentaires, j'en suis sûr, mais qui avait son originalité, même si c'était incohérent avec le thème. Et donc That's Not a Hat, la surprise, c'est qu'il est arrivé, comme ça, en début d'année, et il a été nommé à l'Asdor, ce qui a fait pas mal parler. Moi, c'était une surprise aussi, parce que je vous avoue que j'avais pas vu parler du jeu, et je me dis, bon, on en aura entendu parler si c'était si bien que ça. Eh ben écoutez, si finalement c'est très bien. Moi j'avais un peu le seum, pas parce que That's Not a Hat était nommé, encore une fois, mais parce que moi je voulais Super Mega Lucky Box à l'Asdor, parce que pour moi c'était une des plus grandes sorties de 2022, mais donc il est arrivé comme ça en début d'année, et l'air de rien il s'est installé, et il se base sur vraiment un truc tout con qui est la mémoire immédiate, où je vais prendre une carte, je vais te passer l'autre en te disant bah je te passe ça, et puis après l'autre personne qui vient de recevoir mon truc, il va passer son autre carte, que ce soit à son voisin de droite ou à moi-même. Et puis bah s'il me la repasse, moi je vais repasser l'autre carte que j'avais avant. Je suis nul en mémoire immédiate, mais ce qui est impressionnant, c'est, moi je fais souvent le parallèle avec The Mind quand je parle de That's Not a Hat, c'est comment avec quasiment rien, le jeu fait autant. Parce que on se dit, mais c'est à la limite de la règle. Je veux dire, il y a tellement rien que on se dit ça peut pas marcher, et franchement, enfin, t'as fait ça sur un coin de table, et puis voilà. Et pourtant, bah, même si ça a été fait sur un coin de table, ça explose la plupart des propositions cette année en termes de sensations de jeu, parce qu'il y a cette histoire de mémoire immédiate, puisque ça se résume vraiment à tu passes un truc à ton voisin, et il accepte et passe son truc, ou bien il refuse. S'il refuse et qu'il avait raison, donc que tu lui as pas passé ce que t'as annoncé, bah c'est toi qui prends un point négatif, et je crois qu'à 3 points négatifs on a perdu. Si effectivement tu lui avais bien passé ce que t'avais annoncé, c'est lui qui se le prend. Et on reprend. Donc ça c'est le côté mémoire, auquel moi je suis nul. Se rajoute par-dessus un truc qui est le bluff, qui est pas la même compétence, qui est une compétence sociale différente, que tout le monde n'a pas et qui peut être parfois difficile à mettre en œuvre sur un truc aussi réduit, également d'un point de vue des visuels, hein, qui sont au service vraiment du jeu et des sensations de jeu.
Un peu comme dans un Focus ou dans un Codenames Pictures, dans un Codenames Pictures, ou dans un Dixit, faut que les images évoquent plein de choses. Là c'est un autre style de visuel évidemment, mais ça participe en fait aux sensations de jeu, à ce que le jeu procure comme dynamique et comme expérience de jeu. Le bluff, je disais, ouais, parce que du coup en fait, évidemment on peut passer des trucs sans se rappeler, mais si on arrive à le faire avec assez d'aplomb, est-ce qu'on va pas réussir à faire suffisamment douter notre voisin pour pas qu'il nous accuse, alors que peut-être qu'on sait qu'on a passé un truc qui est pas du tout ça. Voilà. Il y a aussi un autre truc, c'est comment est-ce que notre mémoire, justement, pour revenir un peu sur la mémoire plus que sur le bluff, c'est parasité quand bien même, on peut essayer de se concentrer sur cette fichue carte, on a une carte à retenir. Une. Et c'est incroyable de voir à quel point on peut être parasité dans cette mémoire, et comment on peut oublier si vite. Parce que, même si on ferme les yeux ou quoi, il y a des trucs qui nous arrivent, où on te passe la carte, et puis là, tu te dis, mais on vient de me la passer, mais qu'est-ce que c'était? Et ouais, ça fait que, avec rien, le jeu arrive à procurer énormément, et au-delà de ça, le jeu, moi c'était une des meilleures parties de l'année, c'était au Weekend Proxy Jeux, on était très nombreux à faire un That's Not a Hat, et il s'est passé un truc fou, c'est la narration qui est née autour de ce jeu, puisque évidemment on peut jouer en disant, voici un chapeau, voici une roue, maintenant je te passe le perroquet, voilà, je ne sais pas, la tarte aux pommes. Auquel cas, bon, vous allez peut-être pas passer le meilleur moment de votre vie et de votre année. Et vous allez vous dire, bof, un peu comme The Mind peut ne pas fonctionner. Et nous, cette partie-là, on était là et on a créé tout un lore, toute une narration, tout un univers, toute une histoire autour des objets qu'on passait. Alors le contrepoids de ça, c'est que en fait, ce lore qu'on a créé, ça facilite, en tout cas moi c'était le cas, ça facilitait ma mémorisation, et du coup la partie était vraiment longue, parce qu'on arrivait à rebondir sur des trucs et tout, mais en termes de création d'histoire et de création d'un moment commun et d'un souvenir commun, ouais, moi c'est vraiment une de mes parties de 2023 que je retiens le plus et que j'ai trouvé absolument génial, parce que ouais, on a créé un tel truc à partir de règles quasiment inexistantes, c'est vraiment un tour de force. Donc, nomination à l'As d'Or, complètement, enfin ça avait toute sa place, bravo au jury pour le coup pour l'avoir repéré, alors que effectivement c'est pas un jeu dont on avait entendu parler, et Casper Lab prouve une fois de plus que c'est un auteur à suivre avec grande attention, parce que des fois avec quasiment rien il arrive à faire énormément. Allez, on va passer par la plus grosse boîte de cette catégorie, Dorf Romantique, donc de Lucas Zar et Michel Palm, alors illustré par Paul Ribe et localisé par Gigamic. Ce jeu, alors est-ce que c'était une surprise? C'était le Spiel des Jahres de cette année en Allemagne, hein, donc le jeu de l'année, qui est le prix le plus important. Bon, voilà, tout le monde l'attendait, il y a plein de gens qui ont dit du bien, mais la surprise, c'est que moi j'en attendais vraiment rien, et je me disais, arrêtez avec votre petit marketing où vous dites que c'est chill et que c'est tranquillou et contemplatif et gna 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 et gna gna gna. Je sais ce que ça va donner un jeu sans enjeu qui va pas avoir beaucoup d'intérêt et qui va être une activité plus qu'un jeu. Je le sais, et en plus ça vient d'un jeu vidéo que j'ai adoré, Dorf Romantique, et vous allez m'en faire n'importe quoi, parce que c'est ce que vous faites avec vos adaptations de jeux vidéo, vous en faites la plupart du temps absolument n'importe quoi. Et arrive ma première partie, puis la deuxième, puis la troisième, puis le mode campagne et tout, et je me dis, mais est-ce qu'on se gagne pas devant la meilleure adaptation de jeu vidéo et devant vraiment le jeu de l'année? Parce que, en fait, la surprise c'est que c'est pas du tout... Enfin, en tout cas, moi j'ai pas ressenti le marketing un peu chill qu'on a donné, parce que, comme le jeu vidéo, il arrive à combiner, et c'est pour moi ça ce qui est fort, ce côté ultra chill. Alors il y a pas les animations ni le sound design du jeu vidéo, mais il y a le côté petite pose de tuiles et tout, qui est pas non plus un genre que j'aime beaucoup, la pose de tuiles, parce que souvent c'est un peu puzzly. Là c'est pas trop puzzly, parce que justement les contraintes de pose sont vraiment très très simples, ce qui fait que ça le rend très accessible, et qu'on n'est pas là, tiens, attends, mais où est-ce que j'ai le droit de poser cette fichue de tuile? Je peux la poser en général à peu près où je veux, où est-ce que ça va être intéressant maintenant de la poser? Et donc, ça combine ce côté-là, et ça combine aussi le challenge, qui est, dans le jeu vidéo, quelque chose de très fort. C'est-à-dire que c'est un jeu où on peut vraiment performer, où il y a vraiment des gens qui font des high scores, et qui c'est assez impressionnant, et où vraiment on peut calculer pour essayer de faire des perfects et tout. Alors, c'est un peu différent évidemment dans le jeu de société, le système aussi d'objectifs et de rajout de tuiles est différent, mais il y a quand même ce côté performatif qui va... C'est un truc à meilleur score, et moi c'est pas quelque chose que j'aime en général dans les jeux coop ou solo, et ici, c'est vraiment un jeu où j'ai l'envie de faire le meilleur score possible dans une configuration donnée. Donc il y a ce côté performatif et challengeant que je trouve Dorf Romantique arrive à donner, ce qui est pas forcément le truc qu'on attend d'un jeu chill, et il y a aussi, ouais vraiment, enfin,
le fait de venir du jeu vidéo donne une certaine perception parce qu'il a vraiment réussi à très bien adapter plein de dynamiques du jeu vidéo, et il y a ensuite ce truc de campagne qui va se rajouter, qui permet aussi de montrer comment est-ce qu'il a réussi le jeu à adapter le système d'objectifs du jeu vidéo, alors différemment en termes de mise en scène et tout, mais en termes de aborder une partie, c'est très important parce que comme dans le jeu vidéo, il y a des parties où on va privilégier un objectif plutôt que le score. Parce que privilégier l'objectif, soit c'est cool, juste, soit ça va nous permettre de faire des meilleurs scores par la suite. Et il y a pas mal d'objectifs, alors il y en a certains qui sont redondants, j'en ai parlé un peu dans mes jeux du mois de décembre, mais il y a ce système de campagne où en fait on peut tout faire, que moi je trouve un peu dommage, mais la grande surprise c'est que c'est un jeu vraiment où moi j'y allais quasiment à reculons, et où je l'ai fait découvrir à plein de monde, où j'ai enchaîné les parties, et où je trouve que y a pas grand chose à lui reprocher en fait, et où je me retrouve à dire que pour moi aussi finalement c'est un de mes jeux de l'année, et rien que ça c'est une grande surprise. Allez, les deux derniers, on va commencer par Phantom Inc. Phantom Inc, alors celui-là de Mary Flanagan et Max Seidman, illustré par Springview, très chouette édition de Gigamic, qui est quand même assez présent, là, est-ce que c'est tout, je crois, chez Gigamic. Pourquoi est-ce que je m'en méfiais? Parce que j'ai eu des retours très mitigés dessus, alors notamment de la part de Paul Gara, mais il faut savoir que c'est pas trop son genre de jeu de base, puisque de toute façon elle aime même pas des cryptos, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour elle? Mais même de la part de gens qui sont plus sensibles à ce type de jeu, elle a vite disparu des radars, et à l'occasion d'une partie, dans les jeux de 4 à 8, je conseille d'y jouer plutôt à 6 minimum, et ça peut aller à plus de 8 pour le coup, mais effectivement il y a un côté pas très original, c'est à nouveau un jeu en équipe où quelqu'un va jouer le fantôme qui veut faire deviner un mot à son équipe, et l'autre équipe va faire deviner le même mot, l'autre fantôme va faire deviner le même mot à son équipe, mais à travers des questions et des réponses différentes, puisque l'équipe, qui sont donc des médiums, vont choisir 2 questions à remettre au fantôme, le fantôme va en garder une, et va y répondre, pour essayer de donner des indices à son équipe. Donc pas mal de flexibilité, parce qu'il y a beaucoup de questions parmi lesquelles choisir. Le truc c'est que il y a toute une mise en scène dans la manière dont le fantôme va répondre, qui va être vraiment lettre par lettre, et où l'équipe des médiums va pouvoir dire stop à tout moment, en essayant, il y a un côté où on veut pas donner trop d'infos à l'équipe adverse, que ce soit en tant que fantôme ou en tant qu'équipe de médium. Et ce qui est rigolo, on va en reparler un peu après avec Sides, c'est que le moment où on dit stop, il y a plein de petites mécaniques annexes qui permettent de rajouter des lettres et tout, on s'en fout un petit peu, et en fait c'est parce qu'on pense que d'autres fantômes se dirigent vers tel mot. Sauf qu'après quand on débriefe en tant que médium, on dit ah ouais là c'est sûr il écrivait ça. En fait on se rend compte qu'il y a 2 autres personnes qui pensaient à 2 autres trucs différents alors que c'est le même début de mot. On se dit ah merde on aurait peut-être dû laisser une lettre de plus. Ça c'est des moments rigolos. Et en tant que fantôme j'aime beaucoup, ça rentre complètement avec le thème, cette mise en scène de écrire lettre par lettre et tout, et ça donne un moment un peu ritualisé au jeu. Et je trouve aussi que c'est un moment très très plaisant, alors de choisir comment on va répondre au truc, parce que des fois c'est vraiment compliqué, des fois c'est beaucoup plus simple, là aussi il peut y avoir quelques déséquilibres ici et là, mais il y a plein de trucs cool en tant que fantôme, c'est écouter les médiums discuter, et comme dans tous les jeux de genre on se dit mais qu'est-ce qu'ils racontent, pourquoi est-ce que vous dites ça, vous dites vraiment n'importe quoi, ou bien toi t'as raison, continue, essaie de les convaincre, parce que c'est là-dedans qu'il faut aller, évidemment t'as pas le droit de parler. Et il y a autre chose, c'est en tant que fantôme toujours, de regarder les réponses de l'autre fantôme, parce que les questions que l'équipe adverse a posées au fantôme adverse, je ne la connais pas. On pourrait se dire qu'on s'en fout, parce que de toute façon on peut pas communiquer avec notre équipe. Mais mine de rien, ça a son importance en termes de ressenti de jeu, parce que on va regarder ce que l'autre fantôme écrit. Alors parfois ça va paraître évident, parfois pas, et on va essayer de se dire mais à quelle question est-ce qu'il répond, et qu'est-ce qu'il est en train de répondre. Et du coup, c'est assez intéressant aussi, parce que du coup on n'est pas inactif pendant que l'autre fantôme est dans l'action. Donc effectivement en termes de sensation globale peut-être pas très originale, la grande surprise c'est que face à tous les retours un peu mitigés que j'ai vus et le fait que pas grand monde en a parlé, pour moi effectivement quand je l'ai découvert je me dis en fait c'est super, c'est plein de feelings que moi j'adore, auxquels je suis sensible et qui a sa mise en scène particulière, avec en plus un très chouette matériel, en plus que l'autrice est très intéressante pour plein de raisons sur la théorie du jeu de société, etc. D'ailleurs c'est elle qui a fait celui-là aussi là, Avant-Card, que j'ai pas encore essayé mais qui est arrivé. Ouais, grosse recommandation pour moi, surtout si vous aimez les jeux du genre. J'ai dit qu'il en restait 2 avant, mais en fait il en restait 3, ça veut dire que maintenant il en reste 2. Il reste Size, je vais vous en parler un tout petit peu avec Phantom Inc. Dans Size, donc de Cédric Comon et François Romain, chez Captain Games, donc c'est une des 2 maisons d'édition qui s'est montée à la suite de Repoprod, Cédric Comon étant un des fondateurs de Repo Productions,
et François Romain étant l'auteur du très très bon So Clover, qui était édité chez Repos Productions. Et lui aussi, en termes de proposition de base, rien de bien surprenant, c'est un jeu coopératif où, en tant qu'équipe, on va devoir faire deviner à nos deux capitaines. Alors, on a rarement vu un jeu aussi moche, que ce soit la boîte, que ce soit les trucs sur les lettres fait par IA, je crois. C'est un peu dégueu. En tout cas, il n'y a pas l'illustrateur. Je sais que c'est eux qu'on fait aussi Path of Civilization, et où il y a eu plein de débats dans lesquels je vais pas rentrer. C'est vraiment un jeu hideux. Mais, et donc, on va devoir faire deviner des mots le plus possible. Alors, le système de scoring est un peu claqué. Moi, je sais que je l'avais modifié quand j'y ai joué pour que ça me paraisse plus fluide et plus agréable. L'idée, c'est on va faire deviner des mots à nos deux capitaines. Et pour ça, on va utiliser les lettres qui sont au milieu. Et forcément, en fait, il va y avoir une rivière de lettres et on va utiliser une des lettres des extrémités. Ça va introduire plein de trucs. En fait, la surprise, elle vient de là. Elle vient de comment est-ce que sur un système aussi simple, encore une fois, faire deviner un mot à ses partenaires, on va réussir à procurer des sensations assez uniques. Alors, unique, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, aussi plaisantes et qui ont quand même leur spécificité. Parce que donc on va choisir des mots qui sont comme ça sur les extrémités, et ça va être l'initiale du mot qu'on va donner. Et le truc c'est que parfois on va choisir ça parce que ça va nous donner accès à des lettres où on sait qu'il y a des mots qui vont vraiment aiguiller sur la bonne réponse. Et ce qui est rigolo, c'est ce que je redisais avec Phantom Inc, c'est que parfois, en fait, en tant qu'équipe qui n'est pas les capitaines, on n'a pas le droit de se dire on va dire ça. On est plus en train de se dire je pense que ce mot-là, je peux l'utiliser de manière pertinente par rapport au sens, ou par rapport au lieu, ou par rapport à plein de trucs, sachant que pendant ce temps, les capitaines écoutent, donc ils sont pas non plus inactifs ou inactives. Donc il y a toute cette discussion, mais à la fin, c'est une personne qui va proposer la lettre en disant un mot, dont la lettre est l'initiale. C'est important. Et ce qui est rigolo, c'est que parfois, au fil des discussions, on va se dire ah oui, ok, vas-y, avec le E, c'est sûr, tu penses à l'école, et moi aussi. En fait, l'autre, il va dire enfant. Et parfois, c'est plus éloigné que ça, et du coup, on se dit, attends. Mais on était à peu près d'accord, nos discussions semblaient nous mener vers le même mot, et en fait, on est surpris par le mot qui est proposé par l'autre personne, un peu comme dans Phantom Inc, quand on est surpris du mot auquel on pensait les gens face aux premières lettres du mot écrit par le fantôme. Donc ça, c'est vraiment des sentiments cool. En fait, la manière dont on discute à mots un peu cachés, et comment est-ce que ça peut mener à des incompréhensions. Il y a le côté aussi toujours actif, parce qu'après, les capitaines vont faire une proposition et l'équipe va devoir dire à combien de pourcents c'est proche. Cette estimation du pourcentage n'est pas forcément toujours facile. Et il y a aussi un truc qui est intéressant dans le jeu, qui je trouve devrait être quelque chose qui est un peu plus régulier, c'est en fait souvent dans ce genre de jeu on va avoir tendance à me dire pense que j'ai choisi ça en premier, ou plutôt ça, etc. Par exemple dans Focus c'est le cas, il y a cette hiérarchie un peu des informations qu'on va mettre. Il y a ce côté-là. Dans Side, c'est dans les règles directement, en disant, en fait, tu peux retourner la lettre pour dire que c'est l'inverse. Ou bien tu peux regrouper des lettres pour dire que ces lettres-là, les mots, indices donnés par ces lettres, vont ensemble pour une raison ou pour une autre. Les mettre de gauche à droite pour les hiérarchiser en termes de priorité. Et tout ça, c'est dans les règles, c'est quelque chose qui est assez original et que je trouve est assez intéressant. Donc, pas la plus grande des surprises qui est derrière moi, mais quand même ces petits sentiments-là, qui rejoignent un peu ce Phantom Inc sur certains points d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai quand même trouvé assez cool en termes de jeu, et qui sur une base assez classique, ont permis de me réserver quand même quelques surprises. Et donc la dernière de ces surprises, c'est Focus, dont j'ai parlé dans pas mal de vidéos, de parties de vidéos de ce bilan 2023. Focus chez Old Chap Edition, déjà éditeur de trucs très chouettes, par Antonin Bocara et Romaric Gallonnier, et de Simon Caruso. Alors pourquoi une surprise celui-ci ? Parce que tout simplement en fait c'est un jeu assez classique dans son idée, et où j'avais vraiment l'impression d'avoir joué à ça un peu des centaines de fois, ce jeu d'association aidé par des images, uniquement à deux certes, alors que il y a Codenames Duo, mais c'est pas avec des images, mais ce côté-là et ces sensations que ça procure, le fait de les images, je peux essayer de les faire deviner en fonction de leur forme, de leur sens, de leur usage, de leur couleur, de diverses choses, de leur matière, que sais-je. Il y a un côté un peu déjà vu et on se dit ok, ça marche très bien parce que c'est un genre dont je suis fan et que j'aime pratiquer. Moi, j'aime bien le côté association d'idées et tout, très souvent. Mais j'avoue que mes premières parties vers mai, j'étais là et je me disais ça marche parce que c'est des sentiments que j'aime bien. Mais c'est un peu fainéant et finalement, en fait, la surprise, pourquoi est-ce que c'est dans les bonnes surprises, au-delà d'être un très bon jeu et que ça s'est imposé dans mes jeux de l'année,
c'est parce que petit à petit je me suis rendu compte que même s'il y a ce classicisme-là en termes de sentiments, Focus arrive à amener énormément de choses, que ce soit dans le fait d'être uniquement à deux, coopératif, mais ça à la limite c'est pas si original que ça, et aussi entièrement silencieux, et comment est-ce que la communication arrive à se créer, donc il y a cette première surprise de je connais tout ça, je connais toutes ces sensations, et pourtant ils arrivent encore à me surprendre par quelques twists ici et là, et qui apparaissent pas forcément quand on voit le jeu de loin. Et l'autre surprise de Focus, c'est son mode Sherlock, que moi vraiment souvent, alors c'est parce que j'avais mal lu les règles certes, j'avais mis un peu de côté en me disant ouais mais ça enlève des trucs que moi j'aime bien qui se passent dans le mode, je crois c'est Watson, bon voilà, et en fait quand j'ai enfin joué correctement grâce à Cyrus, c'est-à-dire en jouant effectivement les 3 manches et en mettant un score, et j'ai été surpris que en fait le jeu arrive à mettre en place de nouvelles mécaniques et de nouveaux pas des nouvelles mécaniques mais de nouveaux sentiments de jeu comme la prise de risque, puisqu'on va marquer des points en fonction des cartes qu'on n'a pas utilisées, et ça va pousser vraiment à essayer de faire le meilleur score et donc à prendre des risques, alors que si c'était juste une manche, il y aurait pas vraiment ce côté prise de risque, et du coup, double surprise pour Focus, déjà le fait que, encore une fois j'y allais et les premiers sentiments, et de loin c'était encore un jeu d'association d'idées par l'image, ce qu'il est, clairement, et que finalement ça s'est révélé arriver à me prendre un peu à revers. La deuxième surprise c'est ce mode Sherlock, du coup double surprise pour Focus, et qui s'est finalement révélé effectivement être un des jeux de l'année. Voilà, je ne sais pas ce que tu viens de regarder, si c'était les top à 2, les meilleurs jeux solo, les déceptions ou quoi, en tout cas j'espère que ça t'a plu. N'hésitez pas à commenter tout ça dans les commentaires, à partager et compagnie, je m'attarde pas. Encore une fois, il y a d'autres vidéos sur les sorties de 2023, que ce soit francophones ou non, qui sont en lien dans la description ou sur la chaîne, ou bien il y a la grande vidéo, si vous êtes courageux ou courageuse et que cette vidéo-là vous a motivé, tout y est chapitré, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Bonne année ludique, mais bonne année de manière générale, prenez bien soin de vous, ciao!